Alors, bon après-midi. Merci de votre présence ici à cette séance, en fait, une table ronde sur les initiatives et projets numériques en histoire spatiale. Je suis Léon Robichaud, professeur au département d'histoire à l'Université de Sherbrooke, directeur de la Revue d'histoire de l'Amérique française et co-directeur du laboratoire d'histoire et de patrimoine de Montréal. Nous allons avoir 4 présentations. Une de la part d'Antoine Gauthier-Trépanier. J'ai présenté tout le monde d'un coup, comme ça va accélérer les transitions tout à l'heure. Donc, Antoine Gauthier-Trépanier, qui est candidat à la maîtrise en histoire sous la direction de Tristan Landry. Son mémoire s'intitule « La tentation de l'Inde, point d'interrogation, paysages et renseignements militaires russes en Orient au 19e siècle ». À travers ses recherches, il s'intéresse à l'usage des systèmes d'information géographique en histoire. Par la suite, nous aurons Rémi Tavon, candidat à la maîtrise en géomatique à l'Université de Sherbrooke. Depuis l'automne 2018, il travaille avec le professeur Jérôme Théo et le service de soutien à la formation et le service des technologies de l'information afin de développer des sorties démo Trajectus, application qu'il va nous présenter pour chacun des campus de l'université. Durant son mandat, il créera également des tutoriels vidéo pour guider de nouveaux utilisateurs de l'application. Par la suite, Joshua Vachon va nous présenter Historiamatica, l'histoire à l'ère numérique. Il est candidat à la maîtrise en histoire aussi sous la direction de Tristan Landry. Il travaille actuellement sur son mémoire qui est intitulé « Le boire alsacien, production et consommation entre l'Empire allemand et la Ve République ». Ses champs d'intérêt sont l'histoire de l'alimentation et les humanités numériques. Et finalement, Hubert Cousineau est candidat à la maîtrise en histoire. Dirigé par Benoît Grenier, il rédige son mémoire intitulé « Cartographier les mécanismes d'implantation des soldats français après la guerre de 7 ans ». Donc, nous allons commencer avec... donc, chaque présentateur aura 10 minutes. Donc, nous voulons vraiment laisser du temps pour les discussions par la suite, voir quels sont vos intérêts, vos interrogations, comment vous vivez les humanités numériques, quelles sont vos inquiétudes, vos craintes par rapport aux humanités numériques. Et nous tenterons, je pense qu'il y a suffisamment de personnes ici pour répondre à toutes ces questions-là. Tristan aussi pourra peut-être participer à la période des questions pour vous guider dans vos futures expériences dans le domaine. Donc, nous allons commencer avec Antoine Gauthier-Trépanier, contrôler, surveiller, réprimer en situation coloniale dans le territoire de l'Oubangui-Chari français. Bon, j'ai le cadre, tu vas poster. Merci. Comment? Ça marche pas? Ça se rend-tu? Je pense que ça se rend. Vas-y. Pas sûr, Il est historiomatisé. J'ai un remote. Si ça peut aider, j'ai un remote. Ouais, c'est bon. Ça marche si tu veux. Ah, OK, tu l'as là. Ah, c'est bon. Comment ça marche? La technologie, hein? Ah, ouais, OK. Bon, bonjour. Contrairement à mes collègues, mes talentueux collègues, je vous présenterai les bases d'un projet qui est en devenir, donc qui n'est pas encore réalisé, ainsi que les possibles avenues méthodologiques qui sont possibles dans ce cas-ci. Donc, il s'agit du projet de recherche du professeur Patrick Dramé, qui est juste ici dans la salle, qui s'intitule « Contrôler, surveiller et réprimer en situation coloniale dans le territoire de l'Oubangui-Chari français entre 1919 et 1960 ». Donc, qu'est-ce que l'Oubangui-Chari? L'Oubangui-Chari est une ancienne colonie africaine occupée à partir de 1889 et représentant aujourd'hui l'État indépendant nommé la République centrafricaine au centre de l'Afrique. Autrefois, il faisait partie de l'ensemble administratif qui s'appelait l'Afrique équatoriale française ou l'AEF, comprenant également le Gabon, le Congo, le Tchad et plus tard une partie du Cameroun qui était une colonie allemande qui passait sous tutelle française et anglaise après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, la majorité des colonies et territoires français en Afrique se situent dans 2 grands ensembles géographiques, deux entités spatiales, qui sont l'Afrique occidentale française, au nord-ouest, et l'Afrique équatoriale française, qui représente le centre de l'Afrique, en fait, et toutes les colonies que je viens de vous décrire. Donc, pour contrôler le territoire de l'Oubangui-Chari, l'État colonial français a érigé un système de contrôle, de surveillance, de répression des populations colonisées. Donc, selon Patrick Dramé, cette nécessité de contrôle est justifiée par la volonté de l'administration coloniale d'assujettir les colonisés à ces requêtes de nature économique et fiscale, dont le portage, le travail forcé et le paiement de l'impôt de capitation. Donc, toujours selon M. Dramé, le maintien de la primauté de la loi et de la voix du colonisateur requiert une stratégie de régulation qui est marquée, entre autres, par l'édification d'un cadre juridique qui est répressif autour de sanctions administratives connues sous le nom de Code de l'indigénat, ainsi que la mobilisation d'un dispositif militaire et policier, donc l'armée, la gendarmerie et la police, ainsi que les chefs locaux, donc les chefs de cercle, les cercles qui sont les régions en Afrique.
Donc, pourquoi travailler sur l'Oubangui-Chari? Parce que l'Afrique équatoriale française, parmi l'Afrique équatoriale française, il représente un territoire qui est sous-peuplé, qui est sous-équipé, sous-administré, dans lequel l'administration coloniale met en œuvre une exploitation économique effrénée sans toutefois investir les ressources nécessaires à un développement normal, comme c'est le cas dans des colonies plus riches en Afrique occidentale française, notamment au Sénégal, par exemple. Donc, l'Oubangui-Chari est en quelque sorte le parent pauvre de l'AEF et les études réalisées à son sujet se penchent surtout sur des aspects de l'économie, de la guerre, en fait, qui ont été touchés de près ou de loin. Donc, les recherches de Patrick Dramé, dans le cadre de la gouvernementalité coloniale et du maintien de l'ordre, permettent d'éclairer des aspects qui sont autres de l'histoire de l'Oubangui-Chari, mais surtout de permettre de comprendre les sources de la violence chronique et de la trajectoire chaotique de la société centrafricaine aujourd'hui. Donc, puisque la dépossession par saisie et la représentation de l'espace, comme on en discute aujourd'hui, représentent une forme de contrôle, je propose de survoler les possibilités d'apposer la grille d'analyse spatiale non seulement à ce projet-là, mais aussi à l'ensemble des études qui sont réalisées dans le cadre des études postcoloniales, en fait. Donc, l'histoire coloniale et impériale a connu un certain renouveau historiographique grâce à la publication d'études, surtout dans le monde anglo-saxon, qui se sont penchées sur les rapports entre la métropole et sa colonie. Donc, en inversant ce rapport, on s'intéresse davantage à la somme de la production culturelle, littéraire, qui provient des colonies vers la métropole. On peut donc parler d'une nouvelle histoire coloniale, d'une nouvelle histoire impériale ou d'une histoire postcoloniale qui s'intéresse à ces liens à l'aide de différents concepts, parmi lesquels celui de l'espace. Donc, sans nécessairement s'inscrire dans une historiographie renouvelée, les travaux d'Édouard Saïd tentent déjà de démontrer l'Empire comme un projet géographique par essence, en constante mutation, dont la géographie, le savoir géographique fera office d'une sorte d'aide de camp dans le contrôle de l'espace. Donc, dans un contexte d'études coloniales, l'étude de l'espace se rapporte donc majoritairement à l'étude des sources militaires coloniales, ce qu'Yves Lacoste nomme la géographie des états-majors, ce qui est donc le savoir militaire qui repose dans les mains d'une minorité dirigeante qui s'en sert pour contrôler les colonisés. Donc, l'espace colonial est perçu comme une forme de production discursive, puisqu'il est perçu à travers le prisme de l'histoire spatiale. Il est une organisation structurée qui permet le fonctionnement et le contrôle de la colonie selon une méthode qui est très cartésienne, en fait très logique de la part des colonisateurs. Donc, l'historiographie anglophone et francophone menée par Hélène Blais, Florence Desprez, Pierre Singaravelou, Blount et McEwan s'est penchée sur l'étude spatiale du fait colonial. Donc, les enjeux qu'ils soulèvent résident dans l'analyse des territoires, des identités, des constructions spatiales et des effets sociaux dans un contexte qui est colonial. Donc, il y a une sorte de postulat qui émerge de l'historiographie spatiale sur le fait que la spatialité est liée aux pratiques de domination. Un postulat qui est partagé par l'histoire de la pratique géographique aussi, puisque les cartes sont le reflet des intérêts coloniaux et permettent encore une fois de dominer l'espace. Donc, deux analyses pionnières ont notamment alimenté ce postulat, celle de Paul Carter sur le territoire australien, qui démontrait comment le paysage australien a été amené à l'intelligibilité des Européens, notamment à travers les pratiques de dénomination. Donc, on dénomme pour déposséder un territoire dans lequel les colonisés ne se retrouvent plus ensuite. Et Timothy Mitchell a travaillé sur les spatialités imposées par les Anglais en Égypte, qui montraient comment l'encadrement colonial crée une sorte de hiérarchie visible dans l'ordre spatial à cause de la volonté de rendre le pays aussi lisible qu'un livre, comme je l'ai dit, une volonté qui est très cartésienne. Donc, le colonisateur, la manière dont il organise les villes, les routes, modifie la manière dont les colonisés pensent et agissent dans l'espace qui était le leur jusqu'à maintenant. Donc, c'est dans la perspective que les questions de lieux, des espaces, des territoires jettent une lumière particulière sur la compréhension et l'analyse des histoires coloniales que je crois que l'aspect spatial pourrait bonifier l'analyse du territoire de l'Oubangui-Chari. Donc, dans les recherches, les textes d'archives, on recherche des signes de résistance au projet colonial. On souhaiterait cartographier ces réalités, notamment les révoltes, pour être en mesure de mieux les interroger. C'est que l'historiographie démontre que les historiens se sont penchés sur la production de l'espace comme une modalité de pouvoir, sauf que dans le cadre de ce projet-ci, on fait face à une quasi-absence de matériel cartographique, en fait. Ces réalités-là n'ont presque pas été cartographiées, même à la Bibliothèque nationale de France, etc., on ne retrouve presque pas de cartes. Donc, on est à une étape primaire où non seulement ça nécessite qu'on crée des systèmes d'information géographique qui permettent de comparer, interroger, mais on en est à représenter, illustrer les phénomènes coloniaux qu'on étudie. Donc, on s'intéresse à la représentation de la réponse des populations locales et à la représentation des conditions physiques du colonialisme. Ainsi, pour étudier et critiquer l'aménagement spatial, il faut donc le représenter, comme je dis. Donc, ça peut être fait par la superposition de cartes. Malheureusement, je voulais vous présenter des cartes aujourd'hui, mais je ne les ai pas reçues par le Centre historique de la Défense qui tarde à me les envoyer. Mais aussi, on pourrait créer des SIG, donc qui permettraient justement de cartographier les différentes réalités que l'on retrouve dans les archives pour être en mesure d'interroger la manière dont les colonisés répondent à la stratégie spatiale des colonisateurs.
Donc, on pourrait déceler une certaine persistance des stratégies d'aménagement spatial, la redéfinition des frontières, le déplacement d'une population, la réorganisation administrative ou encore la construction de routes, la surexploitation des sols, etc. Donc, jusqu'à maintenant, les archives que l'on a dépouillées sont révélées être extrêmement intéressantes et riches en ce qui a trait à l'organisation, le contrôle, l'aménagement de l'espace et les raids de police, ce genre de choses-là. Donc, les archives du Centre historique de la Défense, entre autres, émanent du service du renseignement. Donc, c'est un concept sur lequel je travaille dans mon mémoire. Il aborde donc tous les enjeux de territorialité sous forme de rapports très détaillés qui concernent les différentes ethnies qui peuplent le territoire et leur rapport avec l'autorité coloniale. Donc, le croisement des cartes manuscrites sur la topographie, les camps militaires, les ressources et la population, à date, nous a entre autres permis de comprendre pourquoi, par exemple, je vais revenir à une carte précédente, là. Si on regarde sur la carte de Lubangui-Chari à droite, pourquoi une ville qui s'appelle Boire, qui est au nord-ouest, a priori une ville qui est peu peuplée, qui est située dans une région dénuée d'attrait économique, qui est relevée en fait par tous les gens qui passent par là, même André Gide qui passe, l'écrivain dit que c'est dénué d'attrait économique. Pourquoi cette ville-là bénéficie de la deuxième garnison militaire, par exemple? C'est que si on les superpose avec des cartes qui représentent des révoltes qui ont eu lieu précédemment, on peut voir que justement, c'est des lieux qui sont occupés par des populations qui sont particulièrement agitées, qui tendent à se révolter, qui tendent aussi à accueillir des populations qui viennent du Cameroun, qui viennent de l'Ouest, qui ont travaillé sur le chantier du Congo-Océan, qui est un grand chantier ferroviaire, en fait, particulièrement sanglant, où des milliers de personnes vont mourir, et donc ils s'y réfugient. C'est des gens qui sont particulièrement anticolonialistes par définition, et donc ils se révoltent. Et en superposant ces cartes-là, on peut s'apercevoir que, justement, on crée des centres militaires pour mieux contrôler ces populations-là, mieux les faire rentrer dans l'ordre. Également, on procède à une sorte de grand réaménagement administratif qu'on peut voir seulement dans les textes qu'on aimerait cartographier, qui permet de mesurer comment... réaménagement administratif veut dire surtout comment mieux taxer la population. Donc, on veut certainement les contrôler, les faire rentrer dans l'ordre, les empêcher de se rebeller, mais surtout mieux les taxer, mieux les contrôler, mieux alimenter la démographie. Donc, encore une fois, le renseignement représente une sorte de réservoir de données puisqu'il recueille presque sans filtre toutes les données qui peuvent lui tomber sous la main pour constituer un savoir général du territoire et de ses conditions socio-économiques. Les rapports du renseignement permettent donc de croiser des études sociales, économiques, politiques et militaires. Par contre, les données du renseignement ne présentent pas vraiment la pensée des colonisés dans leur rapport à l'espace et comment il est modelé selon les intérêts coloniaux. C'est plutôt dans les archives judiciaires, les archives nationales d'outre-mer à Aix-en-Provence, qu'on peut en apprendre sur le mécontentement des populations locales qui sont forcées à se conformer à une vision du territoire, encore une fois, très cartésienne, imposée par l'administration. Ces gens qui créent un désordre colonial, qui sont jugés, sont donc, pour la plupart du temps, éloignés de l'espace qui est le leur. Ils sont envoyés vers des régions périphériques pour causer moins de troubles, ou subissent des mises en résidence, ou encore une fois, des remaniements administratifs, ou encore des opérations de police pour, justement, ramener ces populations-là dans l'ordre. Les archives de Brazzaville, la prochaine étape du projet, pourront également nous en apprendre davantage et compléter la vision qui est celle du colonisé sur son expérience de dépossession de son espace. Donc, je crois qu'il est pertinent de considérer la perspective spatiale, je vous l'ai brièvement dit, dans l'histoire coloniale, puisqu'elle permet à terme de considérer la colonie comme un espace de transformation constant qui modifie la manière dont le colonisé pense et agit, encore une fois. Donc, à travers le projet, ce qu'on va tenter de faire surtout, c'est d'essayer d'alimenter la réflexion que je vous ai partagée au début, soit celle entre le lien de domination et la spatialité qui persiste en Afrique et dans les études postcoloniales, en réfléchissant également à la pertinence de l'utilisation des outils comme QGIS et SIG, le fait de superposer des cartes, etc. Donc, pour toutes les raisons que je vous ai énumérées brièvement, je pense que le concept de spatialité a sa place dans les études postcoloniales et nous, on va essayer de l'utiliser pour alimenter la réflexion. Merci. Merci beaucoup, Antoine. Maintenant, nous allons passer à Rémi Tavon qui va nous présenter Trajectus, l'application mobile de sortie de terrain autoguidée par GPS développée à l'Université de Sherbrooke. Alors, bonjour. Ça va être une présentation assez différente de mon collègue Antoine, comme vous allez voir. En fait, je travaille sur le projet Trajectus depuis septembre dernier, principalement au niveau de la documentation de l'application. Mais c'est une application qui a été développée à l'université par du personnel et des membres du corps enseignant dans différentes facultés. Donc aujourd'hui, je vais surtout m'attarder à l'aspect sur lequel je travaille, c'est-à-dire un aspect très pratique. Qu'est-ce que l'application Trajectus, à quoi elle ressemble, à quoi peut ressembler une sortie terrain dans le cadre de cette application. Je vais donc rapidement présenter l'application, son historique. On va ensuite passer à la démonstration vidéo. Et je vous glisse un mot sur les fonctionnalités à venir, les perspectives futures. Est-ce que vous m'entendez bien? Je peux approcher le micro un peu.
Alors, qu'est-ce que Trajectus? Trajectus, en fait, c'est à la fois une application mobile, donc pour des appareils comme une tablette, un cellulaire, mais aussi un module Moodle, donc qui s'intègre dans la plateforme qu'on utilise à l'Université de Sherbrooke, qui est également utilisée dans différentes institutions. Elle permet aux enseignants de créer des sorties avec, je vais vous présenter plus en détail dans la démonstration vidéo, mais avec des ressources à consulter, des tests à intégrer durant la sortie terrain et toutes ces ressources-là, si on veut, sont intégrées à travers différentes étapes de la sortie qui sont liées à des coordonnées GPS qui sont un peu qui forment la structure de la sortie. Donc, l'étudiant doit se rendre à un point donné spécifié durant la création de la sortie pour débloquer ces ressources-là, collecter des données, faire des tests. Donc, je vous en montre un exemple dans quelques secondes. Comme je vous disais, l'équipe de développement et de conception réunit le SSF, donc le service de soutien à la formation, le STI, le service de technologie, des technologies de l'information, ainsi que Jérôme Théo, qui est un professeur au département de géomatique, et Florian Meyer. Donc ça, c'est le noyau, si on veut, mais le projet, jusqu'à maintenant, a aussi mobilisé plusieurs personnes, dont M. Robichaud, d'ailleurs, pour des essais. Donc, autant la faculté d'éducation en histoire, ainsi que dans le département de géomatique. Donc, le projet, c'est un projet de longue haleine. Je ne m'attarderai pas sur l'historique qui, comme vous pouvez le voir, ça fait déjà 7 ans que le projet a été mis en branle. Donc, on est parti avec un prototype en 2012 d'une sortie terrain intégrée dans un seul cours. La phase 2 permettait de propulser ce prototype-là, si on veut, à l'échelle d'un programme de maîtrise en entier. Et on est présentement dans la phase 3, c'est-à-dire le développement d'une application qui est vraiment développée à l'Université de Sherbrooke, qui répond aux besoins spécifiés et qui vise éventuellement le partage à grande échelle à l'ensemble de la communauté Moodle, donc pour être utilisé non seulement, pas juste à l'Université de Sherbrooke, mais également dans d'autres institutions qui utilisent le service Moodle. Donc, sans plus tarder, passons aux vidéos de démonstration. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la sortie de terrain de la perspective de l'étudiant. Donc, celui qui participe à la sortie, j'ai décidé, avec le temps que j'avais, de ne pas vous montrer en quoi consiste la création d'une sortie, donc à travers Moodle. On va tout de suite sauter plus dans la partie mobile. Donc, l'étudiant peut d'abord jeter un coup d'œil, comme toutes les autres ressources et activités, comme vous avez l'habitude de le faire sans doute, d'aller sur Moodle, de vérifier qu'est-ce qui a été mis par l'enseignant sur Moodle. Et ici, on voit 4 sorties démo. En fait, on voit 4 sorties Trajectus, donc les 3 sorties démo que j'ai développées pour les campus, ainsi que la sortie que j'ai créée spécialement pour le colloque. Eh oui, merci. Je pensais que vous voyiez la vidéo, alors... OK, je comprends. Il faut que je sorte de... Si je fais ça... On y reviendra. Voilà. OK, désolé. Alors, on voit les 4 sorties dont je vous parlais. Rentrons tout de suite dans la sortie qui nous intéresse. Donc, sur Moodle, on peut voir les informations. Il y a 3 étapes à la sortie. Sur une carte, on peut voir les points qui sont reliés aux étapes. On va retrouver cette information-là. Donc, on passe à la perspective d'une tablette. On ouvre l'application Trajectus et on accède en se loguant comme on le fait sur Moodle par notre CIP, notre mot de passe. On accède aux différentes sorties démo auxquelles on a accès à travers nos différents cours. Donc, elles sont toutes présentes dans la page d'accueil que vous voyez. Celle qui est complètement en bas ici, c'est celle qu'on va regarder. La bannière bleue, en fait, l'application a été développée pour qu'on puisse télécharger toutes les ressources d'avance quand on a une connexion et on peut faire la sortie à ce moment-là. On n'a pas besoin d'une connexion Internet. Donc, ça peut comprendre des images, des vidéos. Donc, c'est problématique si on n'a pas une connexion Internet. Donc, on télécharge d'abord les ressources. On accède à la sortie, et là, c'est la page d'accueil de la sortie que vous allez voir un peu comme ce que vous venez de voir sur Moodle. Je suis désolé si c'est un... Moi, je vois là. Est-ce que vous avez vu quelque chose depuis le début ou je fais juste parler? Regardez là. C'est étrange. C'est étrange, chacun montre quelque chose de différent. C'est dommage parce que ma présentation repose beaucoup sur la présentation de cette vidéo. Est-ce qu'on a une solution qu'on oui, là, c'est Ah, voilà, OK.
OK, nous voilà. OK. Je vais me croiser les ça doigts. marche, ça marche pas. On a la même chose sur 3 écrans. On va espérer que ça reste là. Alors, la page d'accueil de la sortie et on commence la sortie. La première étape, donc, c'est une perspective. J'ai mis beaucoup de stock là, pour vous montrer à la fois tout ce qui est possible d'insérer dans une étape. On voit la description de l'étape, les ressources, il y a une photo historique, les activités, il y a un test et une donnée à collecter. Donc, ça comprend tous les éléments qu'on peut retrouver dans une étape. Ici, la première étape. On vient de perdre encore l'écran qui est là. Est-ce que. Il y a peut-être. C'est toujours pour les projets en informatique que ça arrive, ces trucs-là. Oui, on est vraiment désolé, mais ça fonctionne sur un système réseau. Fait que j'ai pas le contrôle de tous les fils du système. Là, on est à la merci du réseau. Je sais pas si j'utilise la souris, peut-être que. Je vais essayer une technique différente. On va continuer jusqu'à ce qu'on ne puisse plus. Oui, on va garder Alors, ici, trois actions à faire si on veut consulter la photo, ensuite répondre au test et enregistrer un cours vidéo. Donc, on accède à la photo. C'est une photo historique du campus principal. On voit qu'il y a certaines différences, disons. Là, je ne vais pas voler le punch pour le test. En particulier, le point qui est visé, c'est le point de l'étape. À ce point-ci, on est devant la coopérative, donc le pavillon multi de l'université. On voit que c'est assez différent. Pour vous situer, là, nous, on est dans la bibliothèque ici. Ici, c'est la faculté d'éducation. Donc, vous voyez qu'il y a certaines différences. On accède au test. Donc, ça marche. Ça paraît? OK. On pose une première question d'ordre très général. Quelle différence est-ce que vous observez? Donc, on peut dire, par exemple, le pavillon multi n'existait pas en 1972. Ensuite, donc le test, la fonctionnalité de test permet de faire des questions de plusieurs types différents. L'idée, c'est pas de tout présenter, mais bon, la deuxième question, c'est une question à choix multiple. Qu'est-ce qui se situait à l'endroit où vous êtes en 1972? Est-ce que c'est une mine expérimentale, une forêt mixte ou un stationnement? Donc, on va répondre, par exemple, une mine expérimentale. Si on ne se souvient plus de la photo, on va y aller au hasard. L'idée, ce que je voulais vous montrer ici, c'est que l'application permet de donner une rétroaction par rapport à la réponse. Donc, évidemment, ce n'est pas une mine expérimentale. On peut donner un indice par rapport à « c'est bien essayé », mais non, en fait, ce serait plutôt un stationnement. Et pourquoi? Quel a été le changement depuis 1972 qui a fait en sorte qu'on est passé d'un stationnement à des cascades, un superbe aménagement paysager, en fait, avec le pavillon multi? Donc, c'est une fonctionnalité qui est assez intéressante. On peut explorer plusieurs, à travers des objectifs pédagogiques précis. Il y a des sorties qui ont été faites dans des milieux forestiers pour questionner les étudiants sur les types forestiers. On discutait avec M. Robichaud, il y aurait une possibilité aussi pour l'exploration de caractéristiques architecturales dans une ville, donc avec des photos associées, un point devant un bâtiment précis, et on peut poser une question à quel... peu importe la question par rapport à ce trait architectural en particulier. Ensuite, je vais passer sur la donnée à collecter. Je vous montre un petit peu plus tard. Donc ici, vous avez vous voyez on voit ce que vous voyez sur la tablette. Donc je me déplace à travers le parcours et je dois me rendre au prochain point qui est en rouge. À ce point qui est un point de passage. Donc ça, c'est une autre fonctionnalité. On peut faire passer les gens, on peut faire passer le participant par différents points qui ne comportent pas nécessairement de ressources. Donc ça peut être intéressant de faire passer, par exemple, si on fait une sortie au centre-ville, on veut que les étudiants passent par la passerelle pour se rendre au centre-ville plutôt que par la route. On peut intégrer des points de passage comme ça. Donc on atteint les coordonnées et aussitôt qu'on les atteint, on passe au point suivant. Donc... Je vais passer sur la fonctionnalité. Là, il y a une fonctionnalité de prise de notes qui peut être sous différentes formes, mais c'est complémentaire à l'application. On arrive à la faculté d'éducation et on poursuit avec la deuxième et dernière étape. Donc, vous avez vu le message, les coordonnées sont atteintes, l'étape apparaît à nouveau et
Je vous donne un exemple où on regarde une œuvre d'art de M. Jacques Paquet. Un vidéo est présenté. Je vais laisser le vidéo rouler, en fait, puis je vous présente la suite. Donc, un vidéo est présenté avec différents éléments d'information par rapport à l'œuvre d'art. Et ensuite, on revient à l'étape et on peut... on propose de prendre un mémo vocal pour énoncer différents... je ne me souviens plus de la question, là, mais ce n'est pas très important. Vos impressions sur cette œuvre. Ensuite, un égo-portrait. Donc, on peut prendre une photo, demander aux étudiants de prendre une photo avec l'œuvre comme souvenir et comme preuve que l'étudiant s'est bien rendu. On termine la sortie terrain et là, on soumet les données. Donc, vous voyez la bannière rouge en haut. Tapez ici pour téléverser cette sortie terrain. Donc, de retour sur la connexion Internet, on téléverse les données vers Moodle. Et ensuite, dans Moodle, on envoie les données à l'enseignant, que ce soit pour qu'il puisse les voir ou pour les évaluer s'il y a une évaluation. Donc, on pourra, si vous avez des questions, on pourra en discuter plus longuement. Mais ça présente, disons, rapidement un exemple d'une application avec cette application Trajectus. Pour la suite, je vais... Donc, trois petites slides peut-être pour terminer. Donc, vous voyez je vais le mettre plein écran. Donc, on est présentement à documenter les différentes fonctionnalités. Là, ça, c'est principalement mon rôle dans Trajectus, de créer des sorties démos, des tutoriels vidéo. Il y a l'ajout de fonctionnalités qui sont en cours. Donc, je vais juste parler de la plus importante, si on veut, dans le contexte, en particulier en histoire. Je trouve que c'est une fonctionnalité intéressante. C'est les couches cartographiques géoréférencées. Donc, comme vous avez, parfois, vous pouvez aller sur Google Maps, avoir accès à la carte ou au plan satellite, mais l'application pourra intégrer des couches qu'on pourrait, par exemple, la photo historique, je pourrais l'intégrer comme une couche. Donc, on pourrait voir directement où est-ce que je me situe dans la photo historique 40 ans plus tôt. Donc, ça permet d'avoir, si on veut, une visualisation plus interactive de ces ressources historiques-là. À terme, l'application va être déployée donc, sur l'ensemble de la communauté Moodle à travers un plugin ainsi que sur Google Play et l'App Store. Donc, c'est une application open source qui vise non seulement l'Université de Sherbrooke, mais qui vise toute la communauté Moodle. Malheureusement, ça se limite aux institutions qui utilisent Moodle. Donc, voilà. Merci beaucoup, Rémi. Donc, on voit que ce n'est pas seulement en recherche, mais aussi en enseignement qu'on peut tirer profit des systèmes d'information géographique. Je vais reprendre mon bâton virtuel avec l'heure, le 2 minutes, juste pour que vous avez besoin à nouveau, pour un petit rappel. Et maintenant, nous allons passer à Joshua Vachon, qui va nous présenter le projet Historiamatica, l'histoire à l'ère du numérique. Et ça s'affiche partout. Super. Désolé pour les problèmes techniques, Rémi. Bon, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter Historiamatica, qui est en fait une initiative de 4 étudiants à la maîtrise en informatique appliquée à l'histoire. Et cette initiative-là vise à promouvoir les humanités numériques et l'histoire à une époque marquée par justement cette révolution technologique. Donc, avant de présenter le site en tant que tel, la plateforme, on peut se demander c'est quoi vraiment l'histoire à l'ère du numérique. Et donc, comme vous le savez, l'histoire en tant que mot est polysémique. Donc, il y a plusieurs sens au mot « histoire ». Et étant donné cette polysémie-là, le numérique influence plusieurs définitions du terme « histoire ». Donc, par l'histoire numérique, on entend à la fois la production, production historienne, et aussi la diffusion du savoir, que ce soit dans l'éducation ou une communication plus populaire, disons. Parfait. Donc, l'histoire à l'ère du numérique, il ne faut pas le voir comme une révolution ni une remise en question de la discipline. Ce n'est pas non plus une obligation. Tous les travaux historiens ne se prêtent pas au numérique, peut-être au niveau de la diffusion, peut-être, mais au niveau de la pratique, ce n'est pas pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Bon, c'est quoi, dans ce cas-là, si c'est pas une révolution, un tournant ou quoi que ce soit? Qu'est-ce que c'est? C'est un outil, en fait. Pour
En fait, la méthodologie, c'est ça. Je vais suivre mon papier, je pars en vrille. La méthodologie historienne ne change pas parce que le numérique, il faut le voir en fait comme un outil qui sert à la production de sessions d'histoire. L'informatique ne couvre pas une mauvaise méthodologie. C'est-à-dire que la méthode historienne doit être excellente pour que la recherche qui en ressort soit excellente. L'informatique ne peut pas couvrir les lacunes méthodologiques qui sortent de l'histoire. Donc, lorsqu'elle est bien utilisée, par contre, la technologie, elle, facilite, démultiplie les efforts et les possibilités que l'historien ou l'historienne peuvent avoir dans le cadre de leur travail. On peut, par exemple, automatiser certaines tâches, par exemple le dépouillement de données ou le traitement des données. L'acquisition des données sur le terrain peut se faire aussi grâce à des outils comme, dans le cas du Fort de Chambly, on utilise un drone. On peut aussi quantifier, calculer, tout dépendant des logiciels qu'on utilise. Donc, on est vraiment dans une approche de l'histoire à la fois quantitative, une histoire aussi, une géo-histoire. Et ce n'est pas des choses, en fait, qui sont nouvelles. C'est des choses qui existaient par le passé, mais les nouvelles technologies viennent nous apporter des outils qui facilitent ce travail-là et qui nous permettent de prendre plus de données qu'on ne pouvait par le passé. Au niveau de la communication, c'est aussi un nouvel outil. Si le livre, l'article est particulièrement important dans le cadre du travail de l'historien, il y a de nouvelles possibilités qui s'offrent à nous et ça peut être à la fois dans l'éducation populaire, dans l'élaboration de jeux qui sont ludo-éducatifs et qui peuvent servir comme outils pédagogiques de toutes sortes. Donc maintenant que je vous expliqué un petit peu ce que j'entendais par histoire à l'ère du numérique, on va passer un petit peu au résultat de cette réflexion-là, qui est le site Historiamatica. Donc, Historiamatica, c'est un site web ayant pour mission de rassembler les initiatives en histoire numérique tout en mettant à disposition les connaissances, les outils et les données nécessaires à leur réalisation. Historiamatica est à la fois un espace de collaboration pour les historiens et les historiennes, un lieu de diffusion et une infrastructure web visant à répondre aux enjeux posés par le numérique. Dans le cadre du DATCAM Paris de 2010, les participants, en fait, avaient écrit un manifeste, le manifeste des Digital Humanities. Et dans celui-là, ils les invitaient en fait à créer des infrastructures qui seraient disponibles pour les historiens pour en fait mettre de l'avant ces projets-là. Parce que si le livre est facile à mettre dans une bibliothèque puis à multiplier, la conservation des données dans le numérique pose parfois plus de problèmes. Parce que si on efface des données, on peut les perdre à tout jamais sans... Donc, c'est plus difficile, il faut s'assurer d'avoir des sauvegardes, tout ça. Et il faut réfléchir à ces problématiques-là. Et Historiamatica, c'est à la fois un endroit où on veut justement réfléchir à ces problématiques-là, mais c'est surtout un endroit où on veut concentrer l'ensemble des initiatives, l'ensemble, c'est un grand mot aussi, là, mais les initiatives en humanité numérique, en histoire numérique, mais aussi mettre les connaissances et les outils nécessaires à la réalisation de ces enjeux-là, de ces projets-là plutôt. Donc, bon, le projet du Fort de Chambly que Hubert Cousineau va vous présenter tout à l'heure, c'est l'élément qui a vraiment donné l'impulsion à la création du site web. Parce qu'en réalité, j'avais déjà réfléchi à l'été 2018 à la création d'un site Internet parce que dans le cadre de la maîtrise en informatique appliquée à l'histoire, il y a une composante évidemment qui est informatique et c'est entre autres la diffusion des données. Et donc, cette diffusion des données-là, il fallait réfléchir à comment on allait le faire. Et étant donné qu'on est plusieurs à en fait, travailler en même temps sur des projets qui se ressemblent, qui touchent au tournant spatial, donc création d'un système d'information géographique, on se demandait pourquoi est-ce qu'on devrait créer plusieurs structures du moins de base, alors qu'on pourrait travailler ensemble pour essayer de construire quelque chose qu'on pourrait réutiliser et qui pourrait être plus facilement. Donc, de la collaboration entre historiens, ce qui est plus rare par la méthode traditionnelle, mais là, vraiment de collaborer pour créer le système, puis ensuite mettre à disposition ces outils-là pour les historiens qui veulent utiliser ces techniques-là. Et donc, à l'automne 2018, lorsqu'on a eu le cours HST 781, qui est une activité tutorale d'atelier en informatique appliquée à l'histoire, le projet que le professeur Tristan Landry nous a soumis, c'était entre autres d'aller au Fort de Chambly, faire photogrammétrie, mais ça, on va le voir plus tard. Mais une des composantes, c'était au final de diffuser l'ensemble de cette production historique-là qui passait par le numérique. Et ça a été pour nous l'élément qui nous a donné un petit peu la tape qui nous manquait pour passer à l'action et créer Historiamatica, qui est en pleine évolution. Donc, il n'y a pas énormément de contenu pour le moment. Les projets sont encore... il y en a quelques-uns qui sont complétés, mais la majorité sont encore en cours de développement. Mais c'est quelque chose qu'on veut faire sur le long terme et qui a particulièrement sa place.
OK. Là, je vais vous présenter un petit peu le site Internet de façon globale. Donc, le site est assez simple. Il n'y a pas énormément de possibilités. Vous ne devriez pas trop vous perdre si vous y accédez. Sur la page d'accueil, bon, une merveilleuse photo en arrière-plan de la première photogrammétrie qu'on a fait. C'est une petite église anglicane à Frampton, en Beauce, dans mon patelin, avec une merveilleuse citation qui résume très bien un peu notre philosophie. « L'historien de demain sera programmeur ou il ne sera plus », de Emmanuel Leroy-Ladurie. C'est ça? Oui. Parfait. Et en bas, on a un formulaire. En bas, on a un formulaire aussi pour communiquer avec nous, donc amener des suggestions, des propositions, tout ça, et aussi découvrir la merveilleuse équipe qui compose Historiamatica, que je vous présenterai tout à l'heure tout de même. Deuxième page, donc parmi les 5 onglets qui sont en haut, en fait, on a en deuxième onglet le contenu, où on retrouve en fait essentiellement des articles, des vidéos, donc du matériel qui est plus réflexif sur l'histoire à l'ère du numérique et sur les humanités numériques en général. Donc, on a entre autres un article où on pense justement à cette histoire à l'ère du numérique, ou encore un autre qui est une introduction à la photogrammétrie, résultat de cette première photogrammétrie à l'Église anglicane. Dans la deuxième section, qui est en fait la plus importante, c'est l'endroit où on réunit l'ensemble des initiatives de ceux qui veulent bien participer au projet Historiamatica. Comme pour l'instant, il y en a 8, 4 qui sont en fait des mémoires de maîtrise en préparation. Donc, entre autres, c'est un petit peu loin, mais il y en a un pour Hubert Cousineau sur les soldats. Le deuxième, je pense que c'est sur Saint-Pétersbourg, l'évolution urbaine par Anthony Trouillas. Le troisième, La tentation de l'Inde, qui est le titre du mémoire. Parfait. Puis le mien, Gastro-histoire de l'Alsace, qui est devenu le boire alsacien entre-temps, mais ça va changer sur le site aussi. Et donc, c'est à la fois les projets qui sont publiés et les projets qui sont en cours. Par la suite, dernière section, c'est la section ressources, où tout simplement on met à disposition à la fois les bases de données cartographiques qui sont accessibles, des bases de données autres aussi au niveau statistique, etc., des outils pour apprendre à programmer, ou encore des ouvrages PDF qui seraient en licence libre et qu'on pourrait diffuser sur le site. Et la dernière section, c'est tout simplement la présentation de l'équipe qui est composée d'Antoine Gauthier-Trépanier, ici même, Hubert Cousineau, là, Anthony Trouillas, qui est à l'arrière, et moi-même, mais aussi, si vous avez des yeux tout à fait normaux, à droite, vous devriez voir un petit point d'interrogation, parce qu'en fait, c'est vous! C'est une invitation aussi à participer à l'histoire numérique, à suggérer des projets, des initiatives, au bac, à la maîtrise, au doctorat, peu importe. L'idée, c'est d'amener des nouveaux projets, et puis de développer. Et nous, on est là pour donner des outils, aider ces personnes-là à accomplir leurs projets. Et c'est entre autres le cas dans le cadre du cours Informatique appliquée à l'histoire. Tristan offre la possibilité, justement, aux étudiants, si leurs projets sont excellents à la fin, de créer une application qui intègre l'ensemble de leurs projets, qui serait un atlas historique des trains. Et donc, ça permet aux étudiants, même au bac, de faire une première publication et de toucher vraiment au numérique. Donc, avant de dépasser trop, je vais faire un merci tout spécial au professeur Tristan Landry, sans qui ce ne serait pas possible, et aussi au département d'histoire et au fond Guy Laperrière pour leur soutien. Merci. Bon, merci beaucoup, Joshua. Et puis, je pense qu'on aura beaucoup de matériel pour discuter tout à l'heure. Et pendant qu'on change les chaises et qu'on se déplace, Hubert Cousineau va nous présenter Vauban en Amérique, un projet de photogrammétrie du Fort Chambly. Et ça, j'ai suivi ce projet-là de loin un peu avec tous les enjeux obtenir les permissions pour aller faire voler un drone dans un site fédéral. Ça a été toute une aventure. Et donc, j'ai très hâte de voir le résultat de cette expérience-là. À toi, Hubert. Oui, donc, comme Josh le mentionnait, en fait, c'est le premier projet, si on veut, le projet qui a initié l'idée d'Historiamatica. Donc, ça a été fait, là, je le rappelle un peu ce que Josh vient de mentionner, mais ça a été fait dans le cadre du tutorat en informatique à la maîtrise qui s'est donné à l'automne dernier sous la direction de Tristan Landry. Et l'équipe étudiante était composée de
d'Anthony Trouillas, d'Antoine Gauthier-Trépanier, surtout Joshua et moi-même aussi. Et je vais rementionner encore une fois Joshua parce qu'il a travaillé quand même pas mal là-dessus. Le but du projet, c'était de vraiment s'initier à l'informatique en l'appliquant à l'histoire et surtout d'essayer de tester des choses, de voir si ça fonctionnait bien en termes de diffusion de l'histoire. Et là, vous voyez le résultat à l'écran que je vais m'attarder dans pas long. Donc, c'était vraiment testé. Il faut le mentionner aussi, avant le début du projet, mis à part Joshua, aucun des membres de l'équipe n'avait de réelles compétences en informatique. Donc, moi, Antoine et Anthony, on a appris sur le tas, un peu comme on dit. Au fur et à mesure de la construction du projet, on apprenait, surtout aussi grâce à Josh, à faire les différentes choses, entre autres la photogrammétrie, les SIG, ce genre de choses-là. Je vais y revenir. Donc, c'est ça, c'est une des choses les plus importantes à mentionner pour cette présentation-là. Et pour ce projet-là, donc il fallait s'imposer un cadre, si on veut une question, un sujet de recherche. On a voulu tenter, à l'aide d'une photogrammétrie du Fort Chambly, on a voulu tenter de déterminer s'il y avait réellement un héritage des théories de Vauban dans sa construction, dans l'élaboration au moins de la forteresse. Donc, petite mise en contexte, Vauban, c'est un célèbre ingénieur et architecte militaire français de la deuxième moitié du 17e siècle, qui est un peu révolutionné, ou si on veut, vraiment modifier comment on élaborait ou on planifiait les forts en France ou les places défensives, notamment en intégrant la topographie, différentes composantes défensives aussi qui rendaient les places fortes beaucoup plus efficaces. Cependant, il n'a jamais travaillé sur des projets en Nouvelle-France. On sait à travers des archives qu'à partir des années 1680, il s'intéresse au cas de la Nouvelle-France, étant donné que la topographie, le territoire change complètement. C'est une réalité complètement différente qu'en Europe. Mais il ne participera à aucun projet en Nouvelle-France. Il va y avoir toutefois une correspondance sur le sujet de Chambly, donc avant la construction du fort en pierre. Mais il ne participera pas au projet, même qu'il va décéder avant même le début de la construction du fort de pierre de Chambly. Parce que le fort de pierre, il faut le rappeler, c'est le 3e fort sur le site de Chambly. Il y en avait eu 2 autres avant, en bois, qui étaient principalement des pieux, si on veut. Donc, je ne veux pas m'attarder trop longtemps sur les conclusions qu'on a tirées par rapport à la théorie aux théories de Vauban, parce que je veux vraiment prendre le temps de présenter l'application. Mais si on veut une petite conclusion rapide, de par l'intégration de la topographie dans l'élaboration du fort de Chambly, la forteresse, on peut dire, si on veut, qu'il y a un héritage vaubanesque dans la construction du fort de Chambly. Donc là, on peut s'attarder au projet. Donc, si vous regardez l'écran qui fonctionne en temps normal, je vais principalement pointer les différentes choses avec la souris à l'écran, donc vous pouvez suivre juste là. Donc, le projet est essentiellement divisé en 3 parties. Premièrement, l'application, la photogrammétrie et puis les systèmes d'information géographique. Donc, l'application, comme vous pouvez le voir, il y a un menu à gauche. Donc, le menu sert à faire les différentes étapes du projet et chaque section comporte une sous-section qui comporte chacun un texte que vous voyez juste ici à gauche. Les textes sont issus d'une recherche, comme à l'habitude, comme on est habitué de faire en histoire, mais on a décidé de garder les textes assez courts. Donc, l'intention du projet, c'était vraiment de s'initier à l'informatique surtout, mais les textes devraient, à notre avis, rester assez courts pour garder l'intérêt, garder le côté interactif de l'application, mais tout de même, quand même, fournir une base aux visiteurs pour la compréhension du projet. Et aussi, pour que ça soit confortable pour le lecteur, cette fenêtre-là peut être déplacée pour le confort. En bas à gauche, vous retrouvez un petit point d'interrogation qui sert, entre autres, à retourner au site Web, mais aussi qui vous donne la possibilité de jouer à un jeu vidéo qu'on a créé, très, très sommaire en passant, mais qui fait un peu les étapes de réalisation du projet. Donc, je ne vous gâcherai pas le punch, comme on dit, je vous laisserai y aller. Et donc, ce qui m'amène à la photogrammétrie que vous voyez à l'arrière juste là. Donc, lorsqu'on clique juste ici, vous voyez enfin le modèle 3D. Donc, essentiellement, une photogrammétrie, c'est ça. C'est un modèle 3D d'un bâtiment, d'un objet ou de quelque chose dont vous prenez des photos. Donc, pour aller faire au site de Fort Chambly, comme Léon le mentionnait, il y a eu une série de paperasses à remplir et de nombreuses en fait, règles à respecter pour ne pas être dans le trouble et de subir une amende assez corsée, si on veut. Et c'est surtout à cause qu'on utilisait un drone. Donc, pour prendre des photos du dessus du fort, donc c'est Tristan Landry qui s'occupait du vol de drone pour prendre des photos. Donc, après avoir s'occupé de la paperasse, pris contact avec Parc Canada, le 28 octobre 2018, on s'est dirigé vers Chambly pour prendre des photos et on en a pris 1300 environ. Ces 1300-là, on avait un drone et plusieurs appareils photo qui servaient à prendre l'extérieur, si on veut, du fort, mais aussi les murs extérieurs, mais de la cour intérieure du fort de Chambly. Donc, par exemple, mon rôle, moi, j'étais à l'intérieur ici, j'ai pris des photos pendant 2h30 de l'intérieur des 4 murs qui se trouvent juste ici.
De tout ça, de ces 1300 photos-là, on en a choisi 169, à peu près 163, 169 pour faire la modélisation. Et en utilisant l'application Agisoft Photoscan, ben, en jouant avec différents paramètres, ben, ça vous sort, après des fois quelques heures, ça prend du temps parfois, selon la résolution, ben, ça vous sort un modèle 3D comme ça que vous pouvez bouger à votre guise. Ça ne comprend pas l'intérieur du phare, ça, faut le mentionner, c'est seulement l'extérieur. Et sauf que vous pouvez tout de même zoomer ou même déplacer l'objet selon le point de vue que vous voulez voir. Oups, peut-être un peu trop proche, comme ça. On en a mis un autre qui est simplement juste la porte, donc celle que vous voyez ici, qui sert à voir de plus près avec des images de plus grande qualité la porte, parce que sur la brique qui est juste ici, il y a toutes sortes de mots de gravés. On peut voir cela à l'intérieur, sur l'autre côté de la brique qui est collée sur la porte, juste ici. Donc ça, c'est pour la photogrammétrie, très utile pour la diffusion, entre autres. Le côté interactif aussi, parce qu'on peut s'amuser à voir. Et aussi, on peut faire de la réalité virtuelle avec ça. La réalité augmentée, je devrais dire, pardon. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est de faire apparaître, par exemple, sur votre téléphone, ce modèle-là, mais sur la table en avant de vous, par exemple. Donc, je n'ai pas le temps, malheureusement, de vous le présenter, ce côté-là, mais si ça vous intéresse, vous viendrez nous voir après les présentations, puis ça va nous faire plaisir de vous le montrer à l'aide de nos téléphones. Donc, ça se fait vraiment en direct, par exemple, sur la feuille qui se trouve juste devant moi. La deuxième portion du projet, donc c'est le côté aussi important, c'est le côté système d'information géographique. Donc, c'est des cartes. Donc, il y en a 4. Celle-ci que vous voyez juste là, c'est une carte de la France, mais les icônes, qui sont peut-être un peu petites, servent à représenter une région où il y a un bon nombre ou peu de forteresses auxquelles Vauban a participé. Et lorsqu'on zoome, bien, vous voyez, par exemple, que les régions se divisent et se précisent jusqu'à donner les différents pictogrammes qui représentent chacun des forts ou une bonne majorité, une très grande quantité des forts qu'on a trouvés auxquels Vauban a participé de près ou de loin. Et chacun des forts, qui est représenté par une différente catégorie, comporte aussi certaines informations de base et un lien vers d'autres informations pour pousser plus loin votre réflexion. Donc ça, c'est la première carte. La deuxième et la troisième se ressemblent beaucoup. Donc, c'est une carte de la Nouvelle-France qui comporte les forts. Et je vais principalement concentrer sur celle-ci. Donc, vous avez le géoréférencement. Donc, c'était la même chose pour la même carte. Chacun des forts, et cette fois-ci, c'est ceux qui sont en Nouvelle-France, donc, ont été géoréférencés. Donc, c'est la position la plus exacte qu'on connaisse, soit la position parce que les ruines existent encore, par exemple, ou c'est devenu un musée comme le Fort Chambly, ou les positions supposées des forts. Donc, parfois, il y en a qui n'ont aucune trace. Il a fallu faire une approximation des différentes forteresses. Et là, encore une fois, sont divisées selon leur fonction, si on veut, mais on peut se rapprocher très près de chaque élément. Et puis, la dernière carte, qui est une des plus intéressantes, à mon avis, une de mes préférées, c'est une carte du bassin de Chambly, mais aussi de la ville de Chambly que vous retrouvez ici. Et là, lorsqu'on s'approche un peu, vous voyez différentes icônes. Les icônes représentent des archives qu'on a trouvées à peu près un peu partout sur Internet. Et lorsqu'on les fait apparaître, ça présente une image, une peinture, une représentation du Fort Chambly à un moment donné, qu'on a tenté, c'est subjectif, de géoréférencer, si on veut, la vue du Fort Chambly qui est représentée, qu'elle soit fidèle ou non. Donc, on en a mis plusieurs. Et ce qui est le fun avec cette carte-là, dans le fond, c'est que vous pouvez désélectionner ou sélectionner les éléments que vous voulez faire apparaître. Comme là, ici, ce qui reste, c'est la base de Chambly en 1851. Donc, c'est une vectorisation de l'ensemble des bâtiments qui sont juste là, mais vous pouvez le désélectionner et vous concentrer simplement sur le fort à différentes périodes de son existence. Tout ça a été fait à partir de cartes gratuites en ligne qu'on a utilisées pour vectoriser, si on veut, le bâtiment ou les différents vestiges qui en restent. Donc, c'est l'essentiel de l'application. Donc, très rapidement, je vais rappeler qu'on avait très peu de connaissances en informatique et le résultat final donne ça après quand même une bonne quantité de temps quand même. Mais c'est pour vous montrer qu'avec un peu d'intérêt et de volonté, surtout, et aussi certains collègues plus habiles que d'autres, vous pouvez faire des applications comme ça, faire des projets qui permettent de diffuser d'une autre façon l'histoire tout en utilisant des technologies qu'on a peut-être parfois peur comme historien à utiliser. Merci beaucoup. Vraiment 4 présentations différentes qui couvrent différents enjeux, différents aspects de l'utilisation du numérique en histoire.